qui pareil est une présentation qui illustre un petit peu. Hop, il est là. Qui illustre des actions qu'on engage dès maintenant pour préparer Cenaval 8. Donc, et là, on va parler stratégie de suivi de l'estuaire. Alors, ce n'est pas un sujet nouveau, les suivis à long terme, dans le cadre des réflexions scientifiques du programme Cenaval. Voilà, on avait déjà fait le constat, il y a plus d'une dizaine d'années, de l'existence de nombreux réseaux de mesures et d'observatoires sur le territoire, avec des finalités différentes, d'échantillonnage spécifiques à ces finalités, sans toutefois qu'il y ait quelque part une réelle stratégie qui nous permettent d'assurer de manière pérenne l'acquisition de données essentielles pour comprendre les évolutions de l'estuaire de la Seine. Là, je vous ai extrait un petit bout du compte-rendu d'un séminaire dédié à cette problématique-là qui a eu lieu en 2009. Ça devait être mon 8e séminaire pour faire toute la suite de l'histoire. Du coup, donc cette réflexion stratégique, ça me permet de faire le lien, un petit clin d'œil aux 30 ans, pour voilà, un peu illustrer finalement quelle a été la contribution du programme Cenaval à ces réflexions sur les suivis, puisque depuis le début, les scientifiques sont attachés à réfléchir et développer des protocoles, des indicateurs ou des outils spécifiques au fonctionnement du milieu estuarien. Et au début des années 2000, ça a été très utile pour construire notamment les suivis DCE sur un certain nombre de thématiques. Comme je vous le disais, à partir dans la phase 4 de Cenaval, on a eu cette réflexion suivi long terme. C'était un axe de réflexion qui a mobilisé beaucoup les scientifiques. Il y a eu des ateliers de travail sur comment mettre en place des protocoles standardisés qu'on puisse partager pour développer entre différents producteurs de données des bases de données communes, cohérentes, pour bien suivre les évolutions de l'estuaire. Même voilà, ça n'a pas donné suite dans une réelle stratégie par la suite, notamment en lien avec les financeurs du groupement qui n'étaient pas mûrs, qui se disaient attention, le suivi, c'est aussi cher, il faut faire attention à la structure, que si elle se retrouve à être un méga observatoire, est-ce que c'est viable? Il y avait pas mal d'inquiétudes à cette époque-là au niveau des financeurs, même si les scientifiques étaient forcément très force de proposition pour acquérir un certain nombre de données. Toutefois, ça nous a permis quand même de commencer à initier un certain nombre d'acquisitions qu'on appelle qui sont dites ponctuelles, puisqu'elles n'étaient pas forcément liées à un programme de recherche, mais qu'elles étaient plutôt vouées à être renouvelées quand même régulièrement. Donc c'était typiquement l'acquisition LIDAR qu'on a réalisée en 2010 et qu'on vient de renouveler il n'y a pas très longtemps, et qui permet de commencer à regarder certaines évolutions. Après, on en a déjà parlé ce matin, je ne reviens pas dessus. On a vraiment concentré notre effort sur la mise en place du réseau Synapse, où là, on est vraiment dans une stratégie de suivi avec toutes les étapes nécessaires pour mettre en place une stratégie de suivi de la qualité de l'eau haute fréquence, qui s'est poursuivie par un gros effort pour mettre en avant l'ensemble des données sur l'estuaire. Donc ça, c'est l'observatoire de l'estuaire de la Seine qui est actuellement en ligne. Cet observatoire, il permet de mobiliser les données disponibles, mais effectivement, il ne permet pas d'orienter l'acquisition des données pour bien répondre à certaines questions de l'évolution de l'estuaire. Donc, c'est surtout un outil de valorisation des données disponibles. Et on a pas mal travaillé en Cenaval 6 à la cohérence longitudinale, toujours sur ce volet qualité de l'eau, notamment avec les collaborations dans le cadre du projet Fresque. Et ça a déjà été évoqué ce matin, mais c'était également le cas sur les aspects de biosurveillance. Et donc Cenaval 7, on y est, là c'est en ce moment, l'âge de maturité, les 30 ans, voilà, on s'est dit que cette réflexion sur la stratégie de suivi, il était intéressant de la reprendre et puis d'en faire finalement une de nos priorités pour Cenaval 8. Et du coup, on a initié en préparation des actions qu'on allait mener par la suite, une première réflexion un peu générale sur que les enjeux finalement de cette stratégie de suivi. Donc ça, c'est le projet STRAS, qui est un peu cette réflexion préalable qu'on a démarrée en 2025. Alors, les enjeux qu'on identifie au vu du contexte multipartenaire, multidispositif, ils avaient déjà été identifiés en 2009, ils n'ont pas beaucoup changé. Concrètement, il faut réussir collectivement à conforter les réseaux qui existent et favoriser l'articulation entre ces réseaux pour effectivement essayer de construire une vision plus globale sur certaines thématiques. Il y a des possibilités de renforcer et d'améliorer la mutualisation des moyens, soit matériels, humains ou financiers, pour
pour tendre vers cette vision stratégique. Bien sûr, il existe des suivis pérennes, très structurants sur l'estuaire, notamment des suivis réglementaires comme la DCE. Il faut s'appuyer sur ces outils qui sont faits pour évaluer un certain nombre de politiques publiques. Il faut venir les compléter pour pouvoir mieux interpréter les évolutions de l'estuaire, notamment en ajoutant des descripteurs qui auront une portée peut-être un peu plus fonctionnelle, pour bien comprendre finalement ce qu'on observe avec ces outils de suivi pérenne, les facteurs qui influencent les évolutions. Et puis, on a aussi beaucoup de progrès sur différents outils de suivi et on sent qu'il y a encore un effort à faire pour bien articuler ces différents outils au-delà du suivi in situ, les apports de la télédétection, on en verra pas mal d'exemples demain, les apports de la modélisation, et effectivement bien coordonner la contribution de ces différents outils pour mettre en place cette stratégie. Ça nous paraît un enjeu scientifique, technique et organisationnel important à relever. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on s'y prend là depuis le début de l'année? Bon, on a une réflexion, désolé pour le côté graphique, et je ne vais pas le détailler, juste pour vous dire forcément on remet un peu à plat le dispositif existant par l'ensemble des thématiques qui intéressent l'action du groupement. Je vais pas les détailler aujourd'hui, mais l'idée derrière, c'est d'essayer pour chacune de ces thématiques, dans un processus lié au cycle de l'observation, d'identifier quel pourrait être le rôle du GIP déjà pour améliorer, conforter les connaissances qu'on acquiert sur chacune de ces thématiques. Donc quand ça tourne, quand il y a un super observatoire, là le GIP peut juste être quelque part un utilisateur de données pour mettre les données de cet observatoire en lien avec d'autres thématiques sur l'estuaire de la Seine. Quand il y a plusieurs dispositifs de collecte, on peut travailler, nous, à la coordination et l'animation pour essayer de mettre en lien et en cohérence ces dispositifs, favoriser peut-être la standardisation de certains protocoles, s'assurer bien que les plans d'échantillonnage ne se superposent pas, parce qu'il y a encore des prélèvements qui peuvent être faits au même endroit, au même moment pour deux études différentes. Donc voilà, on sent qu'il y a des efforts à faire pour mettre en place sur cette cohérence, et tendre finalement vers des observatoires qui mobilisent plusieurs dispositifs. Comme on le fait beaucoup dans nos travaux scientifiques, éprouver des plans d'échantillonnage pour compléter les suivis existants. Donc là, on pourra avoir pas mal d'exemples. Bien sûr, comme on le fait déjà aussi sur par exemple, le suivi de la qualité de l'eau, tester les indicateurs, les modes de restitution, adapter les restitutions par rapport à des questions très précises. Il y a des usages, on parlait de salinisation, comment bien rendre, par exemple, la variabilité de la salinité au droit de la station de Norville. Voilà, des travaux spécifiques pour bien répondre à des besoins très précis à l'évolution, liés à l'évolution de l'estuaire. Et puis, in fine, quand même, prendre en charge quelque part certains suivis complémentaires ou des nouveaux suivis qu'on pérenniserait au titre du GIP, comme on le fait pour Synapse, mais sur d'autres thématiques pour finalement que puisse bien répondre à la question de l'évolution de l'estuaire. Et ce qui fait que dans les financements du groupement, notre part de financement liée à la recherche et aux études, on consacrerait une part vraiment à la mise en œuvre de ces suivis, qui serait un socle de données utile à la fois pour nos partenaires, mais utile aussi pour les chercheurs, pour leurs travaux, mais qui permettrait aussi d'assurer quand même la pérennité d'un certain nombre d'acquisitions de données dans le temps. Alors, quelques exemples pour vous dire qu'on avance et que c'est encore en cours. Donc, on a effectivement, on travaille forcément avec nos partenaires qui acquièrent des données pour, je dirais, préciser le rôle que le GIP peut jouer pour l'ensemble des thématiques qu'on a pré-identifiées. Donc, ça, c'est du travail qui se poursuit. Mais finalement, quand on réfléchit à ce sujet depuis un petit bout de temps, on a déjà quand même rapidement des idées et on commence à proposer des actions quelque part un peu pilotes pour un certain nombre de thématiques pour enclencher la machine de cette stratégie et stabiliser quelque part le rôle que pourrait jouer le GIP sur certains sujets. Et donc là, j'ai juste quelques exemples à titre d'illustration, et l'idée, c'est surtout pas d'être exhaustif, mais pour vous montrer qu'on va avoir un rôle vraiment à différents niveaux. Alors, en termes de coordination de dispositifs existants, effectivement, là, l'objectif est de proposer un peu une base commune pour du suivi long terme qui va mobiliser plusieurs partenaires qui, aujourd'hui, opèrent des suivis par rapport à leurs propres objectifs. Longtemps qu'on évoque ce sujet du suivi de la macrofaune benthique dans la partie salée de l'estuaire et en proche Betsen, il y a beaucoup d'acquisitions de données pour différents objectifs. Il nous paraît là utile de remettre à plat un peu ces réflexions pour stabiliser
un certain nombre de stations, un certain nombre et des protocoles qui seraient vraiment suivis de manière pérenne, et surtout en mutualisant les moyens humains et financiers qui concourent à tous ces suivis pour stabiliser ce suivi pérenne. Alors il y a également le sujet des poissons dans le réseau hydrographique de la vallée esturienne. C'est un peu différent, où là c'est plutôt une cohérence géographique. Effectivement, on a des partenaires qui opèrent des suivis sur la colonisation des poissons dans le réseau hydrographique, dans les fossés. Là, l'idée serait plutôt de travailler à la coordination pour standardiser des protocoles, s'assurer de la synchronicité dans l'espace un peu des suivis, pour tendre vers une vision globale finalement d'un indicateur, ou en tout cas d'une restitution un peu par rapport à cette thématique. Donc ça, c'est pour la coordination. Compléter le suivi existant. Alors ça, on a un bel exemple de ce qui vous a été présenté tout à l'heure dans le cadre de Taranis, avec des outils opérationnels pour suivre la pression chimique et toxique dans les eaux douces, donc sur la base de l'adressène. Voilà, il y a un gros travail méthodologique. Voilà, maintenant, c'est opérationnel et on peut le mettre en œuvre. On a vu que c'est très cohérent avec ce qui se faisait à l'amont par nos partenaires amont, mais également il y a des suivis en baie de Seine sur les moules. Donc on aimerait bien nous positionner avec cet outil-là dans les eaux douces. C'est donc un suivi complémentaire. Et l'objectif du projet pilote, c'est de tester le plan d'échantillonnage, de voir quelle station on va suivre, à quelle fréquence sur ces thématiques-là, et qu'on aimerait bien lancer dès l'année prochaine, pour vous dire qu'on est dans les starting blocks. On a même l'acronyme, c'est Dress Code. Voilà, comme ça, je l'ai placé, Cédric, et tu me remercieras. Le deuxième point en termes de complément de suivi, on le disait tout à l'heure, l'ADCE est voilà, forcément, il y a quelque chose de très très structurant pour le suivi de l'estuaire. C'est cette stratégie à ses limites. On en a identifié une depuis un certain temps. C'est le suivi des poissons dans les habitats latéraux, dans les eaux douces de l'estuaire, où il faut un autre protocole pour bien caractériser la densité et la dynamique des poissons dans ces habitats. Il nous paraît intéressant vraiment de compléter ce suivi dans les eaux douces estuariennes avec un protocole adapté. Et donc là, on pourrait venir se positionner en complément de la DCE pour apporter de l'information complémentaire sur les dynamiques d'évolution des poissons dans ces habitats. Et puis, dernier type d'exemple, sur des sujets où aujourd'hui on n'a pas vraiment de suivi et sur lequel on aimerait bien assez rapidement se lancer. Tout d'abord, les flux de micropolluants. Donc là, on a beaucoup parlé des micropolluants cet après-midi. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de protocoles et d'outils qui existent pour mieux suivre et évaluer les flux qui pourraient arriver en amont de l'estuaire, que ce soit sur les matrices eau ou sédiments. Et puis on a vu aussi avec les moules juste avant. Et ça nous paraît un sujet c'est un sujet qu'on a envie de mettre en priorité au vu de la maturité des connaissances et des outils et du besoin de bien évaluer quelque part ces apports à l'estuaire. Et lorsqu'on va mettre en place ces nouveaux suivis, bien sûr, on va à chaque fois chercher à mutualiser les moyens qui sont mis en œuvre par d'autres partenaires, et notamment, là je cite l'Observatoire mécène du SIAP, qui a prévu d'installer une station de suivi au niveau du barrage de Pose, mais également de mener d'autres types de suivi également pour le suivi de l'assainissement de l'agglomération parisienne jusqu'à Pose. Et donc là, l'idée, c'est de travailler ensemble pour bien caractériser ces flux à l'amont. Le deuxième point, issu de beaucoup de travaux et de résultats aussi qu'on a menés dans le programme, c'est le suivi du phytoplancton et du zooplancton. Aujourd'hui, pas du tout suivi de manière pérenne dans l'estuaire de la Seine. C'est un maillon essentiel du réseau trophique et qui nous manque pour interpréter les dynamiques d'évolution des poissons. Pareil, on a déjà développé des protocoles et des outils. Il ne nous reste plus qu'à bien réfléchir comment bien mutualiser les moyens nautiques et tester les plans d'échantillonnage pour se lancer. Et c'est pareil, c'est un sujet qu'on aimerait bien lancer assez rapidement dans nos premières actions autour de cette réflexion sur la stratégie de suivi. Voilà pour vous illustrer un peu notre réflexion qui est pour l'instant assez thématique, mais vous l'aurez bien compris, l'enjeu c'est vraiment de poursuivre l'animation et le pilotage de cette réflexion qui doit être transversale. Les thématiques vont se nourrir les unes les autres. On va sûrement lancer un certain nombre d'actions pilotes pour aussi après hiérarchiser des priorités, parce qu'on ne pourra pas tout suivre partout, mais on a encore besoin de tester un certain nombre de choses pour faire avancer l'action thématique par thématique et vraiment après à la fin construire cette réflexion transversale et cette stratégie qui se voudrait relativement pérenne. On l'a dit, bien sûr, il n'y a pas que nous qui réfléchissons sur le suivi des estuaires, il y a beaucoup de retours d'expérience sur d'autres estuaires, également sur les réflexions en cours sur
les protocoles de suivi pour la restauration des petits estuaires normands. Donc là, on voit bien qu'il y a des passerelles à faire entre ces réflexions-là. Donc ça, on en est bien conscient. Et puis l'autre chose, c'est que c'est du temps à passer sur ces sujets-là, et c'était aussi un frein jusqu'à présent. Et là, on souhaite vraiment renforcer nos moyens au niveau de l'équipe avec une personne en plus qui viendrait renforcer les chargés de mission et qui aurait notamment du coup en charge cette réflexion un peu transversale pour enfin passer à une vraie mise en œuvre de cette stratégie qu'on réfléchit depuis un petit bout de temps dans le programme. Voilà, merci beaucoup pour cette petite présentation et vous illustrer un peu où on en est sur ce sujet. Ce qui nous laisse encore un peu de temps pour prendre vos remarques, vos questions, éventuellement sur ces réflexions un peu prospectives dans le cadre du programme Sénaval. Je vois qu'il y a des mains levées déjà au fond. Oui, merci pour ces précisions. Moi, je voulais revenir sur la première présentation de cette session et à propos du cycle du carbone. Je m'interrogeais à la raison pour laquelle vous limitez l'aspect cycle du carbone au fonctionnement écologique, alors qu'on est quand même, on a parlé de zones humides, notamment Laurence, et ces zones humides, c'est des puits de carbone qu'il faut absolument protéger. Également, en fait, rechercher ces puits de carbone le long des corridors fluviaux, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, donc voilà, c'est une question. Hein. Alors, c'est pas du tout limité au fonctionnement écologique. Il me semblait avoir vu. Non, c'était associé au suivi. Justement, l'objectif, voilà, c'est de travailler sur. En fait, la notion, enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Les transferts de carbone, ou en tout cas le cycle du carbone, c'est une question qui est abordée depuis pas mal d'années, on va dire, dans les différents milieux, qu'ils soient côtiers, littoraux ou même continentaux. Et aujourd'hui, dans le cadre du programme Sénaval, on ne l'abordait pas tel que, aussi frontalement parlant. Et donc l'idée, c'était de faire cette entrée carbone au sein du programme Sénaval 8, mais de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut en faire par rapport aussi à quelles actions sont déjà en cours sur le sujet carbone. Donc c'est un sujet sur lequel, typiquement, on parlait de sujets à maturité variable. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas forcément ultra mûr dans nos têtes. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir à quels sont les sujets, qu'est-ce qu'on veut en faire, est-ce qu'on veut faire des bilans, est-ce qu'on a besoin, quel type d'informations on a besoin, sur quel milieu. On a CAFES sera présent. Demain, on aura effectivement un état d'avancement sur les projets en cours, et c'est aussi qu'on a des projets en cours. Donc c'est vrai que le sujet doit aussi tenir compte des résultats qu'on va avoir dans les projets en cours pour cibler la priorité pour nos futures actions. Donc demain, c'est vrai qu'on aura de l'information sur ces sujets. Et c'est typiquement effectivement le genre de thématique sur lequel des petits ateliers de travail vont être nécessaires pour préciser nos orientations, je pense, pour compléter ce que dit Romain. Parce qu'il y a carbone, tu as le stockage du carbone, tu as la transformation du carbone. Enfin, je veux dire, c'est, je dirais, vaste sujet, et j'en suis absolument pas un spécialiste. Donc ça nécessite de préciser nos attentes, aussi nos priorisations, c'est-à-dire qu'on ne va pas y aller frontalement en tirant sur tous les sujets, mais peut-être d'avoir un séquencement des actions pour pouvoir apporter des informations qui soient aussi utiles aux gestionnaires derrière, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi ça notre cible quelque part. On acquiert de la connaissance, mais pour répondre à des attentes. Donc c'est pas que le fonctionnement écologique. Désolé si j'ai mal repris le sujet. C'était dans le cadre moi, je l'avais mis dans le cadre du suivi parce que c'était aussi comment on suit le carbone. On a déjà des actions sur le carbone. Edith pourrait en parler. On travaille beaucoup sur la matière organique. Mais il n'y a pas que cet aspect-là non plus du carbone. Donc, voilà, encore une fois, vaste sujet à préciser, à prioriser. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le cadre de Sénaval 8. Merci. Oui. C'est bon. Sonia Descartes de l'Agence de l'eau. Moi, c'était pour revenir sur les présentations la présentation de Nicolas à la fin, et pour me dire à quel point le GIP aussi pourrait s'inscrire dans des stratégies nationales, en fait. Et là, par rapport à la valorisation de vos données que vous avez déjà acquises, vos 12 ans maintenant de Synapse, ou c'est 10 ? Non, enfin, c'est presque 12 maintenant. Et notamment, il y a un paramètre qui fait beaucoup parler en ce moment, et donc il y a même un groupe national sur la thermie en continu. Et en fait, j'en discutais, j'en parlais un petit peu à Cédric entre deux portes, mais là, je pense que c'est quelque chose il y a une carte à jouer pour vous, parce que finalement, il y a un projet de faire
comme un thermoportail. Alors, il ne va pas s'appeler le thermoportail, mais ce serait un peu l'équivalent de l'hydroportail. Et on sait très bien que l'hydroportail, c'est quelque chose qu'on partage tous, on en a tous besoin. Et donc, une fois que ce portail de la thermie en continu sera mis en place, si le GIP Seine-Aval versait ces données et les partageait vraiment avec tous les acteurs qui en ont besoin, ce serait vraiment ce serait vraiment une action de valorisation qui intéresserait beaucoup de gens, en fait. Alors, je te rassure, on les verse déjà. On est déjà en partenariat, on est déjà à l'écoute des grands projets là, qui soient d'ailleurs aussi dans les eaux souterraines, les eaux de surface, qu'il y a eu sur ces aspects thermie. Donc, on est en contact. Nos données sont en plus complètement ouvertes et donc tout à fait peuvent être mises à disposition. On voit les réflexions qu'il y a dans ces gros projets à l'échelle nationale. Il y a beaucoup d'étapes de validation de la donnée, pour effectivement structurer ces bases de données. Mais en tout cas, on est déjà en contact avec les projets qui s'intéressent à la thermie et nous, on met à disposition nos données, quoi. Donc, pas de souci là-dessus. Et super si ça met effectivement en avant le réseau Synapse encore plus. Donc, ouais, c'est une bonne piste en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Florent ? Alors, oui, moi, c'était plus une question pour le projet. C'était Vulpes ou de Maud ? De Maud, ouais. D'ailleurs, Maud, elle est où ? On ne l'a pas gardée avec nous. Elle est déjà partie pour son train. Bah, je vais répondre, vas-y. Non, je me demandais juste sur le... Donc, elle parlait de vulnérabilité. C'était face à quel type d'aléas ? Ce que j'ai vu à la fin, mais c'est allé un peu vite. Est-ce que c'est déjà ciblé ? Parce que voilà, ça peut être climatique, anthropique. Est-ce que c'est déjà plus spécifié ? Est-ce que c'est déjà défini ou ce sera à voir au cours du projet ? Il y a 2 niveaux en fait. Déjà, le premier niveau, ce sera faire un inventaire en parallèle des pressions. Aujourd'hui, bien entendu. Et donc, sur cette base, déjà, essayer d'évaluer la vulnérabilité actuelle des services écosystémiques en identifiant ces pressions. Et après, et là, on est un peu moins clair, en fait. Il y aura une partie dans laquelle on pourra envisager comment cette vulnérabilité changera, en fait, à la suite de plusieurs scénarios théoriques pour être changement climatique, pour être aménagement. Mais pour l'instant, en fait, l'idée, c'est de comprendre, encore une fois, un peu comme Romaric l'a dit, vers quel type de scénario on va aller pour pouvoir estimer, en fait, cette vulnérabilité aussi. Donc, il y aura forcément une partie de réflexion collective pour déterminer le scénario sur lequel on voudra se pencher pour, d'une part, calculer les services écosystémiques associés et d'autre part calculer, évaluer néanmoins comment mettre en place des mesures qui pourraient les résoudre et donc la vulnérabilité des services. Enfin, vous l'aurez compris, c'est un projet assez exploratoire, donc il y a beaucoup de choses qui vont se définir aussi au fur et à mesure, même si la philosophie, la Manuel vient de le rappeler. C'est vraiment une base pour nous, déjà d'aborder cette notion de service dans l'estuaire, et c'est vrai que en plus y intégrer tout de suite la vulnérabilité, c'est effectivement un bel enjeu, quoi. Déjà, ça serait bien d'avoir un premier inventaire des bouquets de services associés à chaque type d'habitat, un bon inventaire de pression, et pouvoir ensuite déjà se projeter, en fait, sur quels seraient les gains potentiels et les pertes associées à un certain type d'aménagement, soit-il par exemple la mise en place d'une zone d'expansion des eaux estuariennes ou autre, puisqu'on a souvent du mal, et souvent on a du mal à évaluer quelles sont les pertes et quels sont les gains de façon plus intégrée, plus transversale, que tout simplement regarder au type de surface qu'on a perdu, en fait. Et surtout puisque les effets d'un aménagement ou d'une mesure de restauration peuvent avoir une extension plus large, en fait, une emprise plus large de celle de la surface de la mesure. Et donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut explorer, comme le modèle a dit, pas seulement les services associés à un habitat, mais aussi les flux de services entre différents types d'habitats. Par exemple, les nourricieries de la Seine, qu'est-ce qu'elle apporte à la pêche en manche, pour faire un exemple assez simple. Ou la mise en place des zones d'expansion vis-à-vis d'autres secteurs. Maxime. Maxime de Brême, de C. Question autour, alors il y a l'Observatoire des sédiments.
Et autour de la structuration, il y a pas mal de choses. Alors, il y a des choses qu'on fait super bien, on est les meilleurs. Et il y a des choses où on est peut-être en période de maturité. Et dans ces démarches d'acquisition de plus de maturité, dans quelle mesure on compte s'appuyer sur d'autres réseaux qui ont déjà fait pas mal de travail ou qui sont en avance? Bon, j'ai quelque chose en tête, hein, très clairement. Si on parle d'Observatoire des sédiments, l'OSR, l'Observatoire des sédiments du Rhône, historiquement, ils sont très très en avance, ils sont très très bien implantés. Dans quelle mesure toutes ces structures, je parle des sédiments, mais il y en a probablement d'autres dans d'autres domaines, comment on compte s'inspirer de leurs travaux, ou pas du tout, on fait les nôtres, hein, ce serait dommage. Mais comment il est prévu de s'inspirer de cette structuration à l'avenir dans l'établissement de la stratégie à long terme? Alors sur l'exemple en particulier, si tu étais présent au séminaire de restitution fresque, tu as vu qu'en fait, ils étaient là. On avait fait venir et j'ai Marina Coquery qui pilote ou copilotait, je ne sais plus si je parle au présent ou au passé, l'OSR. Et donc l'objectif, c'est pas de le faire de façon isolée et indépendante, mais justement de se nourrir de ce qui a été fait ailleurs, de ne pas répéter aussi des explorations qui ne sont pas forcément retrouvées utiles au final. Donc oui, on s'inspire toujours de ce qui est fait ailleurs. L'objectif n'est pas de refaire tout, de faire table rase de l'existant et de se dire qu'on va mieux faire que les autres. C'est pour ça qu'on les avait invités, c'est pour ça qu'on souhaite toujours interagir avec eux. On parle de l'OSR, il y a certainement d'autres suivis. Je dirais c'est aussi ça la stratégie Strass quelque part. Hein. C'est de se dire qu'il y a déjà des choses qui se font. Donc regardons déjà ce qui est fait en interne de la scène, mais ce dont on peut s'inspirer ailleurs. Et ça sera de toute façon un effort collectif. Donc la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre pour aboutir à l'acquisition de connaissances dont on a besoin pour répondre à nos questions. Donc on le fait parce qu'on est au courant souvent de ce qui est fait ailleurs. Et puis, quand on n'est pas au courant, vous nous rappelez qu'il y a des choses qui existent à côté. Donc, on essaye de se nourrir les uns les autres en se disant que si vous travaillez sur telle question, que ce soit sur les sédiments ou sur le carbone, il y a peut-être des choses qui se font à côté et dont il faut prendre connaissance avant d'avoir des stratégies qui sont mises en place. Donc, c'est exactement notre façon de fonctionner et qui sera appliquée sur l'ensemble des questions. En fonction de leur maturité, en fonction des disponibles, on mettra en place des actions complémentaires où on s'inspirera directement de ce qui est fait dans ces stratégies d'observation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, on compte sur vous, en fait, typiquement pour nous dire s'il y a des choses ailleurs et qu'il ne faut pas les oublier. Je confirme. C'est l'intérêt de vous mobiliser la communauté scientifique et pas réfléchir tout seul dans notre coin. Donc, au contraire, quoi. Mais aussi, il y a un côté que vous avez peut-être vous un peu plus poussé par rapport à d'autres séminaires, c'est en fait, à la fin de chaque projet, on essaye d'avoir des orientations pour le suivi. Et donc, on compte un peu sur vous, justement, que vous êtes l'expert thématique et que vous avez sûrement regardé ce qui se passe à côté pour pouvoir formaliser des orientations, en fait, qui peuvent nous aider à avancer en prenant en compte, justement, un système méta-analytique plus large qui permettrait de voir déjà quelles pistes sont bien tracées et quelles sont les avancées propres à nos projets Senaval, puisque quand même, malgré tout, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on en a vu des spécificités que vous avez étudiées et que peut-être on pourrait porter à plus large échelle. Oui, juste pour compléter, du coup, puisqu'on parlait de l'OSR, en fait, dans le cadre du projet Taranis, j'avais pris contact avec l'INRAE, donc qui opère ce réseau, donc c'est l'Observatoire des sédiments du Rhône, et qui existe depuis une dizaine d'années. Et en fait, c'est eux qui m'ont fourni le modèle des pièges, en fait. Donc, c'est les mêmes pièges et particules qu'on a utilisés, qui sont déployés dans le Rhône. Et donc, justement, on avait parlé en tout cas, communiquer et échanger sur les résultats, parce qu'ils étaient vraiment intéressés de savoir ce que ça donnerait dans la Seine. Voilà. Oui, par rapport à l'Observatoire des sédiments, des sédiments, tel que ça a été présenté tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il y avait Observatoire des sédiments et pollution. Donc, est-ce que ça veut dire que la pollution sera abordée uniquement dans le compartiment sédimentaire particulier? Or, il y avait bien un petit lien après avec la qualité de l'eau qui était un petit peu plus loin.
Voilà, c'est juste une précision. Comment on va aborder Je vois que ça t'amuse, donc Ils sont magnifiques. j'ai hâte d'avoir la réponse. Ils sont magnifiques, ces pictos romariques. On voit que tout le monde les interprète d'une certaine manière. C'est magnifique. Voilà, C'est magnifique. je Faites votre demande marché juste sur la les pictos. précision par rapport à ces aspects pollution. Je pense qu'on ne sera jamais que sédiments ou que eau, mais on sait que les contaminants, malheureusement, sont présents dans l'ensemble des matrices. Là, c'était pour remettre en avant, quand on parle de flux, en fait, on voulait faire ce lien. C'était rappelé tout à l'heure par Nicolas sur les flux qui entrent, et donc d'avoir une meilleure connexion de ce qui est apporté à l'estuaire. L'idée, c'était de se dire que l'entrée des contaminants et des particulaires, c'était de se dire un peu la suite de ce que Destock nous a montré, vous a redémontré, c'est qu'effectivement, on va stocker une partie de ces contaminants. Ils ne font pas que passer dans l'estuaire en phase dissoute, mais une partie est particulière et va pouvoir se stocker, être mobilisée, etc., servir de source secondaire. Donc c'est pour ça qu'on l'avait mis plus en avant. Maintenant, il ne me semble pas qu'on ignorera ce qui se passe dans le dissous. On a déjà un peu d'informations dans le dissous, parce que ce n'est pas la première fois qu'on travaille sur le dissous, mais il y aura certainement des compléments à avoir sur le suivi de ces apports. Je parle des apports, mais aussi éventuellement de la façon dont ils s'en transportent de l'amont vers l'aval. Donc, à ma connaissance, on n'a pas fermé ou exclu la phase dissoute. Ok. Mais mon pictogramme n'était peut-être pas adapté. Mais c'est vrai que je pense qu'on les associe quand même assez rapidement, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mesures de contaminants dans les sédiments, mais on ne sait pas d'où vient ce sédiment. Est-ce que c'est le sédiment de la veille qui s'est déposé? Est-ce que c'est un sédiment qui est lié à une crue? Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'effort qu'on fait sur la mesure de l'imprégnation chimique, il faudrait le compléter par un petit effort sur la partie sédimentaire pour mieux comprendre ce qu'on évalue aussi. Donc il y a cet axe de travail qui est identifié, mais qui n'exclut pas le reste, mais c'est un des axes de travail qu'on a identifié en tout cas pour mieux associer ces deux thématiques, contamination et dynamique sédimentaire. Oui, dans les axes de suivi, vous avez cité la télédétection. Ça veut dire que vous comptez... Enfin, qu'est-ce que vous englobez directement? Est-ce que justement vous envisagez un observatoire des observations par télédétection, remote sensing, ou pas du tout? C'est bon. Le constat était de dire qu'il y a de plus en plus de produits satellites qui existent et qui ont des résolutions qui nous permettent d'apporter des informations dans l'estuaire avec des résolutions de l'ordre de la dizaine de mètres. On arrive à commencer à avoir des informations, que ce soit avec la couleur de l'eau ou avec le radar. Et donc l'idée, c'était de se dire que quand on parle de suivi à Seine-Aval, on parle beaucoup de suivi à l'aide de prélèvements, à l'aide de mesures haute fréquence. Mais c'était de dire aussi qu'il y a d'autres sources d'informations qui sont utiles et utilisables et qu'il faudrait coupler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les regarder indépendamment les uns des autres, mais de pouvoir les associer pour augmenter finalement la façon dont on observe des processus ou des gradients ou des dynamiques dans l'estuaire. Donc l'idée n'était pas forcément de se lancer dans de la production très large, mais c'était déjà de regarder ce qui existait. C'est-à-dire qu'il y a déjà des produits qui existent, faits par différents laboratoires. Enfin, on peut parler d'Audatis qui permet au niveau côtier, mais aussi estuarien, qui commence un petit peu à rentrer dans l'estuaire, d'avoir des informations. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut déjà en tirer? Et puis après, de se dire, si on identifie des manques, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme produit qui serait utile pour les problématiques estuariennes? Donc il y a deux enjeux. Il y a qu'est-ce qui existe et qu'on peut utiliser, et qu'est-ce qui n'existe pas, mais qui pourrait être utile à développer, si tant est qu'on est capable de le faire. Moi, j'ajouterais aussi les articulations d'échelle, parce que l'outil satellite tout seul, souvent, il est hyper frustrant, parce qu'on a du mal à avoir... être sûr que ce qu'il nous dit, c'est vrai. Toujours la même question à la fin. L'idée, c'est aussi surtout de mettre en lien l'effort qu'on fait de mesurer in situ, de le mettre en cohérence avec notre capacité à spatialiser grâce aux satellites pour mieux relier finalement les différents types d'acquisition. Et il y a aussi le drone qui est de la télédétection, il y a une autre fréquence, mais une autre échelle, une autre résolution. Et d'ailleurs, demain, on aura un bon exemple sur les vasières, justement de l'articulation, de la réflexion entre la mesure in situ, le suivi drone et le suivi satellite. Comment est-ce qu'on essaie d'articuler les échelles pour avoir à la fois une connaissance assez précise et assez fine de ce qui se passe au sein d'une vasière, pour l'exemple de la vasière, et in fine, espérer avec le satellite
sous forme d'un descripteur qui sera moins bien précis, mais qui permettra d'avoir la vision à l'échelle de l'ensemble de l'enjeu. Dans l'observatoire, il y a l'articulation des échelles que d'avoir un super méga observatoire de tous les images satellites qui sont disponibles, quoi. Je pense qu'il faut voilà, trier les questions et bien mettre au bon curseur finalement cette articulation des échelles. Je pense qu'il est vraiment là aussi l'enjeu du développement de cette stratégie. Avant, on a discuté d'observation des inondations. En termes spatial, Vanessa l'a mis en avant le manque de connaissances pour caler un modèle ce matin. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort pour vous, qui doit être versé dans les missions du syndicat? Comment vous le voyez, sachant que la problématique augmente et qu'elle est affichée sur les autres axes en lien avec le changement climatique? C'est clairement un gros manque. Il y a une priorité d'action qu'on identifie depuis un petit bout de temps. On en discute régulièrement avec nos partenaires, avec le syndicat, avec le service de prévision des crues. Il y a des stratégies qui se mettent en place pour acquérir des données. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment une action précise sur ce sujet encore bien identifié. Je pense qu'il faut qu'on stabilise, quoi. Effectivement, qui la prend en charge et avec quels outils. Nous, en tout cas, on est prêt à contribuer largement à cette réflexion, voire même à prendre en charge une partie du suivi. On sait qu'il y a un enjeu là-dessus. Voilà, c'est pas encore statué, mais c'est vraiment un sujet important et d'actualité encore. Oui, Loïc Boulard du Seine-Normandie. Dans le cadre du projet STRAS, je voulais savoir de quelle manière peut être étendue vos réflexions sur le lit mineur et des descripteurs biologiques dans les zones humides, des habitats non aquatiques, et tout en associant et en précisant que les gestionnaires, nombreux gestionnaires, ont déjà développer des stratégies de suivi et de protocole. Et du coup, est-ce qu'elles peuvent intégrer ce suivi STRAS, ou alors c'est en dehors du projet STRAS, ou carrément en dehors de Seine-Aval 8 si les descripteurs terrestres du lit majeur ne sont pas prioritaires? Non, c'est bien intégré. Alors, j'ai mon petit tableau qui est magnifique, où il doit y avoir une ligne qui s'appelle milieu et zone humide. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Non, clairement, voilà, c'est un sujet on travaille maintenant sur le lit majeur. C'est un axe de travail qu'on a renforcé dans le cadre de Seine-Aval 7. C'est pas le sujet le plus en avance en termes d'animation dans le cadre de STRAS et de discussion. On sait qu'il y a des réflexions avec des indicateurs de suivi des zones humides qui ont été développés, qui existent déjà, il y a des méthodologies. Aujourd'hui, il faut s'organiser, il faut effectivement discuter avec l'ensemble des producteurs de données pour organiser ce suivi-là et le relier à d'autres outils, comme on a pu l'évoquer, notamment les aspects télédétection qui vont nous aider à actualiser un certain nombre de variables. Donc c'est bien inclus dans notre réflexion, pas très avancé dans l'animation, mais oui, on compte bien discuter avec vous, avec le syndicat également, pour voir comment on s'organise sur le suivi des zones humides dans la vallée de Seine. Quelle heure, Cédric? On a encore. C'est l'heure de l'apéro ou pas encore? L'apéro est déjà officiellement commencé. Ah bah d'accord, on est en retard en plus. C'est bon, clair, donc j'espère qu'il n'y a personne, parce que sinon on n'a plus rien à voir à manger. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. On a eu une grosse première journée. Pour ceux qui restent demain, c'est plus cool. Mais en tout cas, voilà, des beaux résultats aujourd'hui. Je vous en remercie. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les participants aux discussions. Et du coup, je vous invite à rejoindre le patio pour avoir on a un apéro dînatoire. Il y a quelques petits fours pour ceux qui veulent aussi manger là ce soir. Donc voilà, à tout de suite. Merci encore et pour toute la journée.